L'invité du 8h30 politique. Avec nous, Alexandre Nicolic, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes eurodéputé RN, porte-parole de Marine Le Pen. Revenons d'abord avec vous sur ce qui s'est passé à Ceuta en fin de semaine dernière, enclave espagnole au Maroc. 60 000 migrants qui débarquent en quelques heures, en quelques jours. La quasi-totalité est repartie, d'après les autorités espagnoles. Mais aussitôt, Marine Le Pen et Jordan Bardella ont dénoncé une invasion du territoire européen. Est-ce qu'ils n'ont pas parlé un peu vite ? Oui, il y a au moins 12 000 personnes qui sont restées à Ceuta et proportionnellement, c'est un nombre important. Je ne sais pas si vous avez vu les images. Écoutez, je sais que les Marocains ont été expulsés dans la plupart des cas parce que justement il y a un accord avec le Maroc, mais pour les migrants d'Afrique subsaharienne et pour les Algériens par exemple, l'accord aujourd'hui ne permet pas des expulsions. Donc on a vu les images encore hier soir de gens qui arrivaient en centre-ville en criant Allahu Akbar avec une foule qui arrivait. Mais pourquoi est-ce que les autorités espagnoles disent que la quasi-totalité des migrants sont repartis ? Alors déjà, non seulement beaucoup sont restés à Ceuta, mais vous avez vu qu'ils ont déjà transféré sur le reste du territoire espagnol, donc en Espagne continentale, au moins les mineurs isolés, ou faux mineurs isolés, on ne sait pas, parce que vous savez qu'il suffit de dire je suis mineur et je suis isolé pour venir. Et ça, c'est la loi qui oblige l'Espagne à le faire, pour les mineurs isolés. Ah, mais c'est un choix aussi politique. Je veux dire, aujourd'hui, on a un gouvernement espagnol qui a pris des positions pour faire venir beaucoup de gens. Ils ont fait des annonces en disant on va régulariser 500 000 personnes. Il y a eu 1 300 000 demandes. Ils ont déjà régularisé 600 000 personnes. Je pense qu'il y en aura bien plus. Et au final, on va se retrouver avec des régularisations de gens qui n'auraient pas été régularisés dans tous les autres pays européens et qui vont pouvoir circuler sur le territoire européen tant qu'on n'aura pas fait en sorte que Schengen soit réservé aux ressortissants européens. Schengen doit permettre la libre circulation des Européens et pas de gens qui sont... En l'occurrence, Alexandre Nicolic, les règles de l'espace Schengen ne s'appliquent pas à Ceuta. À Ceuta, non. Mais je viens de vous dire que non seulement vous avez déjà les mineurs isolés ou faux mineurs isolés qui sont arrivés sur le territoire espagnol. On ne sait pas combien. On ne sait pas combien exactement. C'est d'ailleurs très flou, parce que le gouvernement espagnol avait dit au début tout le monde est renvoyé. Et ensuite, on voit ces vagues humaines encore présentes sur le territoire à Ceuta. J'ai donné ce chiffre de 12 000 parce que certains... Invérifiable aujourd'hui, vous parlez de 12 000 sur ce migrants, chiffre-là. On va dire entre 10 et 15 000. Mais qui a communiqué sur ces chiffres-là, des acteurs espagnols, justement, qui ont suivi, qui étaient présents sur place et qui font une estimation relative. Mais on va dire entre 10 et 15 000. Ursula von der Leyen a dit qu'aucune personne n'a atteint le continent espagnol et l'Union européenne. C'est faux, puisque je viens de vous dire que le gouvernement espagnol assume avoir déjà accueilli des mineurs isolés. Donc Madame von der Leyen est très mal renseignée et c'est assez inquiétant. Mais vous savez, ce que je viens de dire sur Schengen, il y a une prise de conscience de beaucoup de pays. Vous avez vu qu'il y a plusieurs pays, 3 pays d'ailleurs, la Finlande, le gouvernement de gauche danois et l'Italie, qui ont plaidé pour suspendre aujourd'hui l'Espagne parce qu'on a un gouvernement espagnol qui fait peser une menace sur tout le continent européen en régularisant des personnes qui vont pouvoir aller circuler et peut-être en France, peut-être plus qu'ailleurs, quand on regarde notre droit social, quand on regarde l'AME par exemple pour les clandestins qui vont rester clandestins. Est-ce que le sujet de Ceuta, n'est pas plus géopolitique et structurel que vraiment migratoire ? Parce que cette situation, on l'a déjà vue en 2021, et tant que l'Espagne aura des territoires au Maroc, ce sera compliqué. Mais il y a une pression qui a été peut-être mise par le gouvernement marocain, c'est trop tôt pour le dire, peut-être parce que le gouvernement espagnol a accueilli un leader du Front Polisario, parce que le gouvernement espagnol est allé discuter en Algérie et a officialisé des partenariats plus importants, et on connaît les tensions avec le Maroc, mais encore une fois, c'est trop tôt pour le dire. Ce qui est sûr, c'est que quoi qu'il arrive, certains ont profité de la situation, non seulement parce qu'on sait qu'il y a des régularisations massives qui créent un appel d'air et qui fait qu'il y a eu des morts. On parle de 72 morts, par exemple, déjà aujourd'hui. C'est les chiffres de l'Espagne, et le Maroc donnent un bilan de 11 morts. Et vous avez en plus un arrêté de la justice du tribunal suprême espagnol qui permettait à partir là de juillet,
de faire en sorte que quand on arrive à la nage, on ne puisse pas être expulsé. Il y avait cet arrêté. Eh bien, cet arrêté, il a été entendu. Il n'y avait pas eu une arrivée jusqu'au 15 juillet à la nage. Eh bien, là, vous avez eu une masse d'arrivées à la nage, ce qui prouve bien que les lois et les règles qui sont mises en place par des pays ont des conséquences sur la perception que peuvent avoir des personnes à l'étranger pour venir et profiter justement du droit européen très laxiste et surtout là du droit espagnol. Alexander Nikolic, on ne sait pas vraiment d'où est venu cet appel d'air. Il y a eu des rumeurs sur les réseaux sociaux et certains spécialistes disent que ce sont peut-être les trafiquants de migrants, les passeurs qui ont poussé à cette vague de migration. Est-ce que c'est vraiment la faute du gouvernement espagnol ? Qui ont profité, je viens de vous le dire, de justement cet arrêté qui permet de venir à la nage et de ne pas pouvoir être expulsé à la base. Donc il y a eu effectivement une réaction parce qu'il y a ce partenariat avec le Maroc, avec les ressortissants marocains, mais on voyait hier des images où certains se revendiquaient encore marocains et étaient présents sur le territoire de Ceuta. Comment ? On fait quoi contre les trafiquants de migrants et les passeurs ? Mais si vous avez des règles très claires qui font que systématiquement, quand des personnes arrivent, ils sont expulsés, et qu'il n'y a aucune possibilité d'arriver de manière irrégulière et de ne pas être expulsé, eh bien, je vous assure qu'ils ne viendront plus parce qu'il n'y aura plus aucun intérêt. Des gens ne vont pas payer pour rien, parce que si vous expulsez systématiquement, ils viendraient sans pouvoir avoir la possibilité de rester. Ils ne vont pas payer ces trafiquants. Les trafiquants profitent aujourd'hui du laxisme migratoire mis en place par le gouvernement espagnol, mais aussi le gouvernement français, puisqu'on a 900 000 personnes sous OQTF, selon le ministère de l'Intérieur, qui sont présents encore sur le territoire français. En tout état de cause, Alexander Nikolic, la plupart des migrants sont repartis ce matin, selon les autorités espagnoles. Est-ce que vous n'agitez pas les peurs, tout simplement, en parlant de submersion, d'invasion sur le continent européen? Mais 600 000 régularisés par le gouvernement espagnol, est-ce que vous vous rendez compte de la masse que ça représente ? Parce que l'Espagne manque de main-d'œuvre, notamment. Et donc, c'est d'ailleurs... Des personnes qui vivent en Espagne depuis plusieurs années. C'est d'ailleurs une drôle de vision de voir les migrants uniquement comme des chiffres pour combler des déficits économiques, alors que les migrants ont évidemment des réalités intérieures. C'est même méprisant. Vous savez, les migrants qui arrivent, quand vous venez par exemple de Mauritanie et que les femmes sont lapidées, les homosexuels... Alors, je précise que la plupart des migrants qui vont être régularisés en Espagne sont en provenance d'Amérique latine, essentiellement. Pour ceux qui ont été régularisés, bien sûr. Mais vous avez un certain nombre de personnes qui viennent d'Afrique subsaharienne et du Maroc en premier. Quand vous regardez les chiffres, le Maroc, c'est le deuxième pays ensuite. Ce ne sont pas ceux qui sont régularisés en priorité en Espagne aujourd'hui. Et vous avez, je crois, 22% de Colombiens et 13% de Marocains, il me semble. Vous pouvez vérifier, mais je crois que c'est ça les chiffres. Mais donc, vous avez quand même une masse de personnes qui arrivent et qui peuvent avoir des références de valeur aux antipodes et qui font peser une menace, justement, sur la vision de référence de valeur sur les femmes, sur l'homosexualité, sur le respect de valeurs de progrès qu'on a connu aujourd'hui dans notre pays, sans compter que, vous savez, les personnes qui arrivent, et c'est notamment le cas en France, où vous avez, par exemple, les étrangers qui viennent aujourd'hui d'Afrique, qui vivent à 47% sous le seuil de pauvreté, eh bien, ces personnes-là profitent aussi d'un modèle social français qui nous coûte très très cher. Mais vous craignez que ces régularisations en Espagne aient un impact sur la France ? Pour l'instant, rien ne le prouve. On peut le craindre parce que quand vous avez une ouverture totale comme c'est le cas aujourd'hui, vous avez et que le système social français est le plus généreux, on peut se dire que ces migrants vont essayer d'être régularisés en Espagne pour ensuite bénéficier du droit social français. C'est pas la direction que ça prend ce matin du tout, Alexander Nikolic. C'est pour ça qu'il ne faut pas... J'ai dit qu'on pouvait le craindre, Monsieur Bonneau, mais on l'a vu parfois, vous savez, ailleurs et malheureusement dans des affaires criminelles terribles où vous aviez des gens qui avaient été régularisés dans d'autres pays et ensuite qui ont commis des actes terribles. On se souvient de ce Suédois qui avait été régularisé en Suède et qui avait commis des meurtres en France. Oui. Globalement, les flux en Europe, Alexander Nikolic, est-ce qu'ils ne sont pas plutôt maîtrisés? Si on regarde les chiffres sur l'ensemble de l'année 2025, Frontex a recensé environ 178 000 franchissements irréguliers pour la totalité des frontières extérieures de l'UE. C'est le niveau le plus bas depuis 2021. Il y a deux aspects. Il y a évidemment l'immigration légale, ou là, et régulière, où là, en France, on bat des records. On est passé largement les 300 000 l'année dernière. Chaque année, à part pendant la Covid, vous avez connu une augmentation, où notre droit de régularisation est de plus en plus généreux, avec, je le disais, des conséquences ensuite ici. Et vous avez en même temps une immigration irrégulière qui est difficile à évaluer par définition, puisque les personnes sont en situation irrégulière. Donc vous dites que ce sont des chiffres
sous-estimé si vous considérez de Frontex que, selon le ministère de l'Intérieur, et d'ailleurs entre 800 000 et 900 000 personnes sont en situation irrégulière, c'était ce qu'avait dit Gérald Darmanin, et d'ailleurs on voit le flou, puisque la fourchette est assez large, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'a pas de regard précis sur le nombre de personnes qui sont en situation irrégulière. Moi je considère que c'est une masse inquiétante sur notre incapacité à expulser, malgré les promesses. On se souvient d'Emmanuel Macron qui promettait 100% d'OQTF exécutés, puis Gérald Darmanin qui promettait 100% d'OQTF exécutés. Ils n'ont jamais été en mesure de peser sur les pays d'origine pour qu'ils reprennent leurs ressortissants, y compris les criminels étrangers. Et vous êtes député européen. Au niveau de l'Europe, les ministres de l'Intérieur des pays de l'Union vont se réunir demain. Oui. Qu'est-ce que vous leur demandez, vous ? Aujourd'hui, il faut aller dans le sens de, suspendre l'Espagne de Schengen au regard de la politique espagnole. Et ensuite, c'est possible, ça ? À la fois... Bien sûr que c'est possible et il faut aller vers ça. Je vous ai dit, 3 pays l'ont demandé officiellement par leur gouvernement déjà, la Finlande, le Danemark et l'Italie. Et ensuite, il faut, et ça on le dit depuis des années... On ne pénaliserait pas les Espagnols ? On le dit depuis des années, il faut que Schengen soit réservé aux ressortissants européens, sinon Schengen serait totalement dévoyé. Alexander Nikolic, 72 morts selon l'Espagne, 11 selon le Maroc. Est-ce que ce n'est pas avant tout un drame humain, ce qui est en train de se passer à Ceuta ? À cause de la possibilité pour les gens de venir. Vous avez de plus en plus de personnes qui sont prêtes à prendre des risques, venir parce qu'ils se disent que quand ils seront présents sur le territoire, ils vont être régularisés. Personne ne tenterait cette aventure si systématiquement ils seraient expulsés, parce que le jeu, évidemment, n'en vaudrait pas la chandelle. Donc si vous faites tout ça, vous risquez votre vie et vous êtes expulsés systématiquement, ils ne viendraient pas. Donc c'est la responsabilité de ces morts. Et ceux qui ont du sang sur les mains aujourd'hui, c'est ceux qui ont permis justement que la politique migratoire laisse espérer des régularisations, laisse espérer des présences sur le territoire en étant clandestins et en bénéficiant notamment par exemple en France de l'aide médicale d'État et d'être soignés gratuitement, contrairement aux Français et aux étrangers en situation régulière. Alexander Nikolic, vous restez avec nous. La suite du 8h30, on va parler des feux qui font rage en France. Dans un instant, il est 8h46. L'info avec Marie Marty-Rossian. Les pompiers continuent à lutter contre les flammes dans le Var. La nuit a été plutôt calme, mais le feu qui a parcouru 1800 hectares au total n'est pas encore fixé et des vents forts sont attendus sur place aujourd'hui. Dans l'Aude, l'incendie parti d'une voiture en feu sur la 61 hier ne progresse plus. L'autoroute a pu rouvrir dans les deux sens. En Gironde, après de longs jours d'attente, plusieurs milliers d'habitants de Lège, Cap-Ferré et du Porge peuvent désormais rentrer chez eux. Le feu est toujours fixé après avoir brûlé 42 000 hectares. Les négociations doivent reprendre aujourd'hui entre l'Iran et les États-Unis, affirme Donald Trump, avec un objectif notamment la réouverture du détroit d'Ormuz, des négociations que n'ont pas confirmé ni l'Iran ni les pays médiateurs de ce conflit. Téhéran évoque toutefois un accord proche avec Oman. Et puis sur la route du Tour de France Femmes, c'est la reine du sprint mondial, Lorena Vibes, qui s'est imposée à Genève hier pour la deuxième étape de la course. Au programme aujourd'hui, 156 km entre la Suisse et Poligny dans le Jura. Départ du peloton aux alentours de 13h30. France Info. Le 8h30 France Info, Pierrick Bonneau, Lucie Barbarin. Et jusqu'à 9h, nous sommes avec Alexander Nikolic, député européen et porte-parole de Marine Le Pen dans cette campagne qui commence. Alexander Nikolic, l'immigration, là bien entendu, fait partie de vos priorités pour 2027, plus que l'écologie ? Non, mais l'écologie réaliste, ça fait des années qu'on l'évoque. Et aujourd'hui, cet été a démontré que nous avions raison depuis longtemps. Quand nous disions qu'il faut produire une électricité, par exemple, par le nucléaire, on a vu des écologistes qui ont voulu sortir du nucléaire. Leur politique, elle est appliquée en Allemagne, par exemple au Danemark, où vous avez 0 nucléaire. Eh bien, selon Ember, l'Allemagne émet 8 fois plus de gaz à effet de serre que nous par la production d'électricité. Le Danemark 4 fois, et encore je ne prends pas les chiffres RTE parce qu'on serait à 17 fois plus pour l'Allemagne. Quand vous disiez que les conclusions du GIEC étaient alarmistes ou exagérées également en 2023 ? Mais pas du tout, mais vous avez vu récemment d'ailleurs que des représentants du GIEC ont d'ailleurs dit qu'il était absurde de ne pas, par exemple, aujourd'hui utiliser des climatisations. Vous savez, mais vous avez douté des conclusions du GIEC. Vous savez, si on peut parler sérieusement de ce sujet. On n'a jamais douté. Depuis 1990, la France a réussi à diminuer de 32% ses émissions de gaz à effet de serre. On représente aujourd'hui 0,8% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Les émissions de gaz à effet de serre, c'est un problème mondial.
Vous avez pour la Chine 30% aujourd'hui des émissions de gaz à effet de serre qui sont donc pour la Chine dans le monde. Donc la France a fait ces efforts-là. La France émet moins de gaz à effet de serre, notamment grâce au nucléaire que les Verts ont longtemps refusé. Maintenant, le sujet, c'est la France, mais ce ne sont pas les bilans des entreprises françaises à l'étranger. Maintenant, le sujet, oui, mais vous savez, les importations, justement, c'est 51% des émissions de gaz à effet de serre. C'est un problème qui est majeur. Tout ce qu'on a dit depuis des années, donc comment on produit de l'électricité avec le nucléaire qui émet moins de gaz à effet de serre. Ce qu'on dit justement sur la relocalisation, aujourd'hui on voit qu'on avait plus raison que les autres. Sur comment on s'adapte à ce réchauffement climatique. Parce que je le disais, le réchauffement climatique c'est un problème mondial, mais comment on s'adapte et on fait pour que les Français puissent vivre en étant positifs, en essayant de trouver des solutions, ça va être un problème français. Et aujourd'hui, ceux qui refusent les climatisations, et on l'a vu sur la dernière vague de chaleur, il y a eu plus de 5000 morts, eh bien eux aussi ont du sang sur les mains. Parce que quand vous avez, à cause des vagues de chaleur, autant de morts parce que vous n'avez pas eu d'adaptation, par exemple avec des climatisations, il y a une part de responsabilité très importante. Vous considérez que vous êtes un parti écologique aujourd'hui ? Bien sûr. Et aujourd'hui, c'est notre politique qui permettrait d'émettre le moins de gaz à effet de serre, mais aussi de faire en sorte de trouver des solutions. Mais non, bien sûr que non, mais on l'a jamais été. On a toujours exprimé de manière cohérente 2023, Marine Le Pen, notre programme sur comment Thomas Ménager qui considère exagérer les conclusions du GIEC, je le disais. Pour diminuer les gaz à effet de serre. Tout l'enjeu, c'est là. Tout le reste, c'est de l'idéologisme. Et on voit que leur politique et la politique qui est mise en avant par les Verts ne fonctionne pas. Je parlais des clims. On peut parler des réserves d'eau. On peut parler des usines de dessalement. On peut parler de comment on va trouver des solutions pour avoir de l'eau demain, par exemple, en cas de sécheresse. Tout ce que nous, on peut dire aujourd'hui permettrait qu'on adapte notre pays. On peut parler là aujourd'hui des feux de forêt. Quand vous avez un code de l'environnement qui est en concurrence avec le code forestier, et que le code de l'environnement ne veut pas aujourd'hui qu'on débroussaille pour laisser de la place, par exemple, à la nature. Eh bien, ça entraîne des difficultés aujourd'hui parce que vous n'avez pas des espaces entre les parcelles qui auraient permis, par exemple, au feu d'être bloqué. Et donc, sur tous ces sujets, aujourd'hui, on voit que ce que propose le Rassemblement national est cohérent et les faits nous donnent raison quand on compare à d'autres pays qui ont beaucoup plus suivi ce que souhaitent, par exemple, les Verts et qui se retrouvent à émettre plus de gaz à effet de serre que nous. Pourtant, le RN auquel vous appartenez au Parlement européen n'est pas toujours au rendez-vous quand il s'agit de protéger les forêts, puisqu'en février 2024, votre groupe à Strasbourg vote contre la loi sur la restauration de la nature, une loi qui vise notamment à reconstruire les écosystèmes forestiers dégradés, pas seulement par les feux de forêt. Vous n'étiez pas encore élu, mais pourquoi votre groupe n'avait pas été en ce sens ? Mais parce que justement, quand vous ne débroussaillez pas, par exemple, eh bien c'est une des causes. Il faut avoir ces espaces qui permettent au feu d'être bloqué. Donc vous voyez bien, c'est l'exemple concret que la vision qui est prônée de restauration à la nature a posé des problèmes considérables aujourd'hui dans les feux de Gironde. Et tous les pompiers, moi, avec qui j'ai pu discuter, ont pu s'exprimer en ce sens, en disant que justement, ce n'était pas... la monoculture aussi de pins maritimes. Comment ? La monoculture aussi de pins maritimes. Oui, c'est aggravé. Oui, bien sûr, mais vous savez, ça existe depuis très longtemps. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, vous n'aviez pas ces zones qui permettaient justement au feu d'arrêter de sa propagation, comme ça a été le cas en Gironde avec ce méga incendie. Ça ne vous empêchait pas en 2024 de voter la loi pour la restauration de la nature. Oui, mais vous l'avez pas fait. Ce que je vous dis, la restauration de la nature qui va supprimer les pare-feux, avec donc des espaces qui ne permettent pas au feu d'être bloqués, eh bien ça a des conséquences qu'on a vues en Gironde. Moi, tous les pompiers à qui j'ai pu m'adresser m'ont dit aujourd'hui, non, il n'y avait pas les pare-feux prévus, il n'y avait plus les pare-feux comme on a pu connaître dans les années 90-2000. Des pare-feux ont été supprimés justement à cause aussi du code de l'environnement. Alexandre Nicolic, vous demandez une réponse pénale ferme pour les incendiaires par l'intermédiaire d'une proposition de loi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'arsenal judiciaire français n'est pas suffisant à l'heure actuelle ? Après, si on prend le pouvoir demain, il y aura également des peines planchées. Mais il faut qu'aujourd'hui, on se dise que si on allume un feu, on risque un minimum aujourd'hui en termes de peine. Il faut déjà qu'effectivement, il y ait un durcissement là. Mais ensuite, quand on sera aux manettes, effectivement, on proposera justement des peines planchées parce que ça a des conséquences terribles. Aujourd'hui, on l'a vu, ça a un coût évidemment terrible pour beaucoup de gens, pour l'agriculture, pour les assurances, qui vont du coup se répercuter aujourd'hui sur les citoyens qui vont voir leur assurance augmenter. Donc il faut augmenter les moyens des SDIS. À la fois augmenter les moyens des SDIS.
Il faut... Ce que vous n'avez pas fait en 2023 non plus, parce que effectivement, ça concerne une taxe sur les assurances. Non mais, vous avez voté contre. Vous savez, il y a eu 3 lois pompiers en 2025. À chaque fois, on a voté pour. Il y avait un désaccord sur la gauche par rapport à la gauche. On a proposé, nous, d'augmenter les moyens pour les SDIS en ne rajoutant pas de taxes, en transférant une ligne budgétaire. La gauche a voulu encore ajouter une taxe. Mais vous savez, notre problème en France, dans notre pays, c'est qu'on est à 57% de dépenses publiques dans le PIB et un taux de prélèvement obligatoire aujourd'hui de 46% dans le PIB. Donc ça pèse aujourd'hui sur les entreprises, sur les gens. Donc on considère qu'il ne faut pas augmenter les impôts, donner plus de moyens, s'adapter, soutenir les entreprises qui aujourd'hui sont à la pointe pour créer par exemple des avions qui vont permettre de pouvoir éteindre des feux en étant français, parce qu'on est dépendant par exemple du Canada sur les Canadaires. Ce qu'on reproche aussi, c'est qu'il n'y a pas eu de vision française et européenne depuis 20 ans, 30 ans. Vous savez, nos Canadaires ont en moyenne entre 20 et 30 ans, pour que justement on s'adapte par les drones, par les moyens technologiques. C'est un travail de long terme. Est-ce qu'on pourra s'adapter sans augmenter les impôts? Que des transferts de budget. On sacrifiera quoi alors? Vous savez, nous on l'a dit, entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit de l'Union européenne, il y a des économies à faire. On a parlé de ces agences notamment, on a parlé des économies à faire sur le service public, notamment qui nous coûte près de 4 milliards d'euros. Le service public, ce sont les hôpitaux, ce sont les écoles qui sont aussi... Non, pardon, le service public médiatique. D'accord. Le service public média. Nous, alors. Oui, bien sûr. Enfin, vous savez, on considère que près de 4 milliards d'euros, c'est une somme qui est quand même importante quand vous avez l'Arcom qui dit que 60% du temps de parole RN sur France Inter passe entre, je crois, minuit et 6 heures, et je crois que c'est 70% sur France Info. Oui, donc ça a été rectifié. Ça a été rectifié, bien sûr, mais ça veut dire qu'il y a eu un parti pris longtemps. Vous savez, près de 4 milliards d'euros, c'est 57 euros par Français. Et donc il y a des Français qui ont vécu avec un parti pris. Moi, je pense que l'argent, il sera beaucoup mieux utilisé en prenant aujourd'hui sur un service public média qui a des positions très anti-RN et donc qui devrait normalement être neutre, plutôt que et qui devrait aller vers nos services de secours, par exemple, en ayant des chaînes qui appartiendraient à des privés. Vous savez, beaucoup de journalistes travaillent dans des chaînes privées. Je suis sûr que vous seriez très heureux à travailler sur une chaîne privée. C'est un autre débat, Alexandre Nicoli. Et racheter, mais vous savez, non, mais trêve de plaisanterie. Quand on regarde les courbes aujourd'hui, quand on regarde le déficit commercial, le déficit public, c'est justement parce qu'on a rajouté des normes, on a rajouté des taxes qui font qu'aujourd'hui nos entreprises sont à l'agonie et qu'on a battu un record du nombre d'entreprises fermées. Si on veut recréer de la richesse, il va falloir inverser l'état psychologique qu'on a aujourd'hui. On se dit, on va augmenter les impôts et on va et ça va faire qu'on aura des solutions pour diminuer les déficits publics. C'est l'inverse. Il va falloir qu'on ait une économie aujourd'hui beaucoup plus développée, que nos entreprises se portent mieux, embauchent avec des salaires à forte valeur ajoutée, que la consommation augmente. Et si, vous savez, on est à 80 milliards de déficit commercial, si justement demain il n'y a plus de déficit commercial comme c'était le cas il y a 25 ans, il y aura aussi moins de déficit public. Recréer de la richesse en France, c'est ce qui nous permettra de beaucoup mieux nous en sortir. Vous souhaitez diviser par 2 la contribution de la France au budget de l'Union européenne. C'est pourtant un mécanisme de la Commission européenne qui nous permet aujourd'hui de bénéficier des avions de nos voisins pour lutter contre les flammes en Gironde. Oui, mais on donne beaucoup plus que ce qu'on reçoit. Vous savez, cet argent nous permettrait, par exemple, nous aurait permis d'avoir déjà des avions avant, et c'est très bien qu'il y ait cette coopération. On a toujours soutenu ça. Permise par la Commission européenne. Je regrette que l'Italie, elle, avait envoyé, dans le cadre de ce mécanisme européen, et donc sous consigne de la Commission européenne, a envoyé un avion en Tunisie quand nous en avions énormément besoin, justement sur les méga-feux de Gironde, où toute l'Europe aurait dû se mobiliser pour nous, puisqu'il n'y avait pas un autre méga-feu à ce niveau-là, au niveau européen. Ça demande d'ailleurs aussi, ça questionne sur l'adaptation qu'on a eue. L'Europe aurait dû avoir cette vision, nous on l'a toujours soutenue, de coopération. Il y a des incendies partout en Europe aujourd'hui. De coopération. Et de vision sur le long terme pour qu'on ait une flotte suffisante. Et
sincèrement, quand on a vu les feux qui a pu avoir plutôt sur le sud du bassin d'Arcachon, et notamment dans les Landes en 2022, je crois, 2022. le fait que nous n'avions pas aujourd'hui de Canadair présent à proximité pour, dans les premières heures, permettre d'éteindre le feu était une erreur stratégique qu'on a payée aujourd'hui sur les feux de Gironde. Et ça doit être une vision française et européenne qu'on aurait dû avoir sur le long terme pour avoir beaucoup plus d'avions et ensuite une répartition qui nous aurait permis d'agir beaucoup plus rapidement là où la menace était la plus importante. Et on aura l'occasion d'en reparler, puisque le risque de feu de forêt reste élevé encore aujourd'hui un peu partout en France. Merci beaucoup, Alexandre Nicolic, invité du 8h30 France Info, député européen, porte-parole du Rassemblement.